Je me présente, mon nom est Isabelle Lepage. Je suis agente de projet au Y des femmes de Montréal et je suis avec ma collègue que je laisse d'elle-même se présenter. Oui, bonjour. Tania Baladi, également agente de projet au Y des femmes de Montréal. Merci d'avoir patienté, on l'apprécie. Donc, tout simplement mentionner que donc ce webinaire-là est une suite de 3 webinaires. Donc, aujourd'hui, le webinaire porte sur intervenir, comment mieux soutenir lorsqu'une situation tourne mal en ligne. Ceci étant dit, voici le plan du webinaire d'aujourd'hui. Mentionner que nous, au Y des femmes de Montréal, notre expertise est beaucoup plus au niveau de la prévention, mais on voyait qu'en travaillant avec plusieurs intervenants sur la question dans les écoles, donc on est beaucoup à travailler dans les écoles de l'île de Montréal et un petit peu aussi à Laval, dans les régions avoisinantes de Montréal. Donc, les intervenants nous mentionnaient qu'ils souhaiteraient avoir un webinaire sur la question de l'intervention. Donc, ça allait de soi que cette troisième série de webinaires allait porter sur le sujet. Et nous avons aussi en ce moment l'actualité qui nous aide, c'est-à-dire que malheureusement, des situations d'intimidation, de cyberintimidation qui tournent mal sont tout près de nous depuis les derniers jours. Et donc, on trouvait ça absolument important de faire un webinaire sur la question. Le webinaire va beaucoup être lié au protocole d'intervention, à la question de l'intimidation dans les écoles, mais je pense que c'est important aussi pour les intervenants, les organismes communautaires d'être avec nous aujourd'hui, donc pour qu'on puisse partir toutes sur les bonnes bases et de toute façon, on est appelé à travailler ensemble à titre de partenaires. Donc, voilà. Pour ce qui est du plan d'aujourd'hui, donc nous avons évidemment les objectifs qui vont suivre. Nous allons avoir une toute petite présentation de l'organisme et du projet dans lequel s'inscrit ces webinaires. Nous avons aussi un petit point sur les enjeux éthiques liés à l'utilisation des technologies dans son cadre professionnel. Un élément aussi qui va nous intéresser sur les défis liés à l'intervention. Un autre va concerner les protocoles d'intervention dans les écoles. Nous aurons aussi la chance d'avoir avec nous durant le webinaire par vidéo, pas vidéoconférence, mais une vidéo que nous avons tournée avec notre chère Sophie Bourque. Donc, deux mises en situation là, qui vont être appelées à décortiquer, analyser par Sophie. On va terminer avec des ressources. Et conclusion et vos questions là, seront bien appréciées là, s'il y en avait à la toute fin de l'activité. Donc, vous aurez un moment pour nous poser vos questions. Pour continuer, donc l'objectif de ce webinaire est d'actualiser ses connaissances sur les stratégies d'intervention dans une situation de cyberintimidation, de connaître les différentes ressources pour les jeunes, les intervenants et les parents dans une situation de cyberintimidation. Un petit mot sur l'organisme, donc l'organisme qui est le Y des femmes de Montréal, qui existe depuis 1875, donc un organisme qui a sa place au centre-ville de Montréal. Donc, vous avez juste devant vous justement la photo du Y des femmes de Montréal. Notre mission est de bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles à travers 4 familles d'action, donc les services résidentiels, les services d'employabilité, les services à la collectivité et les services jeunesse. Donc, ma collègue Tania et moi-même, mais nous avons aussi quelqu'un tout près de nous qui est une autre Tatiana, qui elle est avec nous aussi aujourd'hui, qui va pouvoir répondre à vos questions dans la boîte de clavardage. Donc, nous sommes 3 animatrices à être en charge du projet Agir contre la cyberintimidation au sein des services jeunesse. Donc, les services jeunesse qui existent depuis les années 2000, et qui visent à prévenir la violence, à promouvoir le bien-être, réduire les inégalités sociales auxquelles les filles et les jeunes femmes peuvent être confrontées et à développer leur leadership. Donc, au sein des services jeunesse, les thèmes que majoritairement nous abordons au sein des écoles, autant écoles primaires, secondaires, cégep, université, donc tournent beaucoup autour de l'hypersexualisation, de l'exploitation sexuelle, des relations saines, du consentement, du cyberharcèlement et de l'estime de soi. Le projet de 3 webinaires s'inscrit dans le cadre du projet Agir contre la cyberintimidation, qui est en fait
un projet financé par le ministère de la Famille du Québec. Donc, les 2 webinaires sur les 3, donc les 2 premiers webinaires sont déjà accessibles en ligne. Donc, si vous avez envie de les visionner, ils sont déjà disponibles en ligne avec leur présentation PowerPoint. Nous avons interviewé toute une gamme de personnes pour bâtir les webinaires, que ce soit les jeunes, les intervenants et les experts. Donc, ce webinaire-là est tiré des groupes de discussion et des entretiens que nous avons eus avec ces différentes personnes. Donc, voilà, là-dessus, je laisse la parole à ma collègue Tania qui va poursuivre ce webinaire. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais commencer en vous parlant des enjeux éthiques liés à l'utilisation d'éthique dans un cadre d'intervention. En fait, c'est Sophie Bourque qui va faire une intervention vidéo un petit peu plus tard au cours de ce webinaire qui nous a sensibilisés à cette question, puis on croyait que c'était important d'en parler. On sait que c'est une bonne idée de rejoindre les jeunes où ils se trouvent. Ils sont beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être certains d'entre vous ont un compte d'intervenants pour pouvoir les rejoindre. Donc, ça peut paraître une bonne idée à la base, peut parfois en fait soulever certains questionnements dans certains types de situations. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre n'a plus de son. Ça va, ok, ça me concerne pas, désolé. Donc, en fait, je vous fais une mise en situation juste pour illustrer mon idée. Donc, disons, vous êtes intervenant, vous avez un compte d'intervenant sur Facebook pour rejoindre vos élèves. Vous êtes en vacances, vous décidez de consulter votre Facebook, vous regardez le fil d'actualité, puis il y a en fait des photos qui retiennent votre attention. Vous vous rendez compte que c'est des photos finalement assez explicites. Est-ce que vous contactez l'école pour le dire? Que faites-vous? En fait, par la loi, le personnel scolaire doit agir dans les cas d'intimidation selon les protocoles. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dénoncez les comportements problématiques de l'élève ou vous décidez de respecter les limites de la vie personnelle et professionnelle? Et si vous dénoncez, est-ce que ça pourrait briser le lien de confiance que vous avez avec les élèves? D'autre part, ça soulève la question d'être toujours disponible. Est-ce qu'on s'attend à ce que vous soyez toujours joignable? Est-ce que les élèves s'attendent à ce que vous soyez toujours joignable? D'une part comme d'une autre, en fait, c'est sûr que on pourrait dire que la relation est inégale dans le sens que en fait, vous avez un compte intervenant, vous choisissez l'information que vous publiez sur ce compte, mais l'élève, lui, n'a pas de compte élève. Donc, vous avez accès à beaucoup d'informations. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a accès à toute cette information? Est-ce qu'on se sert de ces informations pour faire ces interventions? Jusqu'où va-t-on dans la recherche de l'information? Est-ce qu'on use de manœuvres, par exemple, créer un faux profil pour aller chercher encore plus d'informations? Est-ce que c'est éthique de faire tout ça? Bref, c'est plusieurs questions qu'on a à se poser. Et en fait, c'est préférable de le faire avant qu'une telle situation arrive. Donc, c'est important de déterminer d'abord pour soi quelles sont ses limites. Mais aussi, ça peut être une bonne idée de le faire avec ses collègues, avec tout le personnel de l'école, en fait, et élaborer des politiques claires à ce sujet. Auprès des jeunes également, ça pourrait être pertinent, par exemple, d'avoir un message sur votre compte qui dit que vous êtes disponible entre telle heure et telle heure, puis peut-être référer vers des ressources en dehors de ces heures-là. Mais bref, ça vaut la peine de vraiment prendre le temps de se questionner sur tous ces enjeux avant qu'une situation malheureuse comme celle-là n'arrive. Donc, c'était tout pour la petite parenthèse enjeux éthiques. Et sur ça, j'aimerais continuer en vous parlant, en fait, des défis liés à l'intervention. Donc, on voulait vous poser une question, mais d'abord, j'aimerais ça faire peut-être une petite mise en contexte. Comme ma collègue Isabelle vous l'a dit, en fait, on est allé rencontrer des jeunes et des intervenants sur le terrain. Et les intervenants qu'on a rencontrés ont été très généreux avec nous. On leur a demandé quels étaient les défis qu'ils vivaient dans leur pratique. Et donc, ils ont vraiment pris la peine de nous en parler. Et donc, je pense que je parle aussi au nom d'Isabelle. On a beaucoup d'admiration pour votre travail. On a rencontré essentiellement des intervenants qui travaillaient en milieu scolaire. Et
En fait, on sait qu'avec ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, ben, notre contenu prend peut-être une couleur un peu particulière. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Simon Dufour, un jeune adolescent qui s'est enlevé la vie sur la rive sud dernièrement. Sa sœur avait publié un message sur Facebook disant qu'il se faisait intimider depuis longtemps, en fait. On sait que les parents ont dénoncé la manière que l'école a géré la situation, puis on a assisté un questionnement un peu dans les médias à savoir si les interventions dans les écoles étaient efficaces. Je vous parle de ça simplement parce que cet exemple nous a interpellés. On ne souhaite vraiment pas prendre position vis-à-vis de cet événement-là. On fait pas l'information qu'il faut pour le faire, mais on trouvait l'exemple évocateur dans un sens que on pointe rapidement les écoles du doigt quand on sait que le problème est très complexe, en fait. L'intimidation comme la cyberintimidation, c'est l'affaire de tout le monde, en fait. On voit ça un peu comme un système, on pourrait dire. Donc, c'est autant la responsabilité des pères, des intervenants, de la famille, de la communauté, même des politiques, des compagnies de médias sociaux. Donc, on sait qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et donc, dans tout ce contexte-là, on se dit que ce serait peut-être intéressant de savoir si vous aussi, vous viviez des défis liés à comment intervenir dans les situations de cyberintimidation. Donc, on a pensé vous poser cette question sondage. Rencontrez-vous des défis à intervenir dans les situations de cyberintimidation? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Et si c'est oui, on aimerait ça avoir un petit peu plus de détails. Donc, on vous invite à écrire dans la boîte de clavardage en bas à gauche. Et moi, je vais vous laisser un petit peu le temps de répondre oui ou non. Et ensuite, je vais enchaîner avec les réponses des intervenants qu'on a rencontrés. Je parlerai un petit peu plus des commentaires à la fin, en fait. Donc, on voit qu'il y a des gens qui commencent à répondre. Parfait, on a 6 participants qui ont participé. Aussi, on sait que c'est pas tout le monde qui travaille dans le milieu scolaire. On sait que notre auditoire est assez diversifié, donc c'est des gens qui travaillent dans le milieu communautaire. Ça serait intéressant également connaître vos défis, si vous en vivez. Je vous laisse encore quelques petites minutes pour participer. C'est important de confirmer à la fin votre réponse une fois que vous choisissez le oui ou le non. Il ne s'applique pas. Normalement, il resterait 10 personnes qui n'ont pas participé. J'attends quelques secondes. Ah, d'accord. C'est ça, donc il faut effectivement confirmer notre réponse pour qu'elle soit valide. Donc, en fait, les intervenants qu'on a rencontrés, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le processus d'investigation était parfois long et complexe. On sait que les technologies font en sorte que beaucoup de gens sont impliqués, donc autant des témoins éloignés, des profs, parfois des policiers. Et donc, ça fait beaucoup d'informations à aller valider et ça prend du temps un peu pour débroussailler la situation. D'autre part, des fois, les informations rapportées sont incomplètes. Il y a un psychoéducateur, par exemple, qui nous disait que une jeune, un jour, est allée le consulter en se disant victime de cyberintimidation. Elle lui a montré, en fait, le contenu de sa conversation sur son téléphone. Et lui, quand il est allé rencontrer l'auteur, il avait une toute autre version, c'est-à-dire que la conversation était beaucoup plus longue et s'était rendu compte que, dans le fond, la victime avait effacé certains bouts de la conversation, des bouts où elle, dans le fond, menaçait à son tour. Donc, la situation n'était pas aussi claire et limpide qu'il le croyait au départ. Donc, c'est ça, l'information est parfois incomplète, la situation est plus complexe qu'on le croit au départ. On a aussi, certaines personnes nous ont partagé leur questionnement par rapport au rôle de l'école, dans le sens que les attentes sont très élevées par rapport à l'école, parfois pour des événements qui sont survenus même pas sur les lieux la fin de semaine, et c'est l'école qui doit en fait gérer la situation. Aussi, on sait que les interventions, des fois, peuvent être plus complexes. Certains jeunes veulent pas nécessairement que leurs parents le sachent. Par exemple, dans le cas qu'une, je sais pas, ça pourrait être une jeune qui veut pas que ses parents apprennent qu'elle est active sexuellement ou qu'elle fréquente un garçon. Il faut que l'école s'assure d'intervenir sans mettre les parents, en fait, au courant. Et tout ça, en fait, dans un contexte où les ressources humaines et budgétaires sont parfois restreintes. Certains intervenants nous ont fait part que certains de leurs collègues souffraient d'épuisement professionnel. Donc, il y a cette réalité-là également qui est présente.
Maintenant, je vais lire vos commentaires à vous. Donc, on a Carole Plourde qui nous dit des fraudes d'argent importantes pour faire venir sa blonde virtuelle à domicile. Intéressant. Mélissa Cloutier, je suis en dehors du domaine scolaire. Lorsque des histoires se passent hors scolaire et que ça vient à nos oreilles, c'est à ce moment que je crois qu'il est plus difficile d'intervenir. Effectivement, on n'est pas toujours présent, donc ça peut être plus difficile d'intervenir rapidement. On sait que c'est important d'intervenir rapidement, mais donc voilà pour les défis. En fait, merci d'avoir partagé vos défis. Si jamais il y en a d'autres, ben on les lira au courant de la présentation. Maintenant, il y a les défis vécus par les intervenants, mais un autre défi qu'on a identifié, c'est en fait, il y a plein de raisons parfois qui font en sorte que les jeunes hésitent à dénoncer. Et ben, les jeunes que nous, on a rencontrés nous ont permis en fait, d'identifier les raisons suivantes. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une méconnaissance générale, en fait, de l'aspect légal. Quand on demandait aux jeunes si il ou elle connaissait la loi par rapport à quelle charge pouvait être portée à la personne, ben, ils nous disaient pas le savoir. D'autre part, quelque chose qui est revenu très souvent, je pense que si vous travaillez avec des jeunes, vous devez le savoir, c'est qu'ils ont peur pour passer pour un ou une snitch, en fait. Il y a même un jeune qui a vraiment élaboré longtemps sur cette question-là. Il nous disait que ben, dès que tu étais considéré comme un ou une rapporteuse, une snitch, tu portais une étiquette dans le fond, puis tout le monde le savait. Et ben ça te fait jouer sur la confiance que les pairs te portent, ça peut jouer sur ta vie sociale, ta popularité. C'était vraiment pas quelque chose qui était souhaitable d'être considéré comme un ou une snitch. On a remarqué une difficulté à faire confiance aux ressources mises en place dans certains cas et aux adultes de manière générale. Bon, c'est vraiment pas tous les jeunes qu'on a rencontrés, mais bon, là, je vous lis là, comme textuellement pratiquement ce qu'on nous a dit. Une jeune qui nous a dit qu'il ne faisait pas confiance en fait aux intervenants ou aux profs à la base. Pensait qu'il pouvait informer les familles. Une fois, elle avait tout raconté à une prof qui l'a envoyé à la DPJ. D'autres commentaires aussi par rapport à ce qu'elles auraient confié à l'intervenant auraient été rapportés. Donc, il y a aussi la peur, oui, fort sentiment d'impuissance, en fait. Ça, c'est un petit peu l'idée, ben, de toute manière, ça sert à quoi de dénoncer parce qu'il n'y a rien qui va se passer. C'est un peu le discours qu'on entend souvent aussi en prévention, comme quoi que tout ce qui est publié sur Internet reste sur Internet, va toujours laisser des traces. Donc, certains jeunes nous disaient qu'ils ne pouvaient pas ben, vraiment rien faire. Les gens qui voient les photos peuvent continuer de les enregistrer, les filmer sur leur téléphone, les partager. Même si on dénonce, il y a toujours quelqu'un derrière qui va continuer à diffuser. Et même si, bon, il y aurait une intervention de la police, il va toujours y avoir 400 personnes dans si disons il y a 400 personnes dans un groupe, ben, il ne peut pas tous les arrêter, puis les gens peuvent continuer de partager malgré ça. Il y a la peur aussi que la situation dégénère, c'est-à-dire que l'intervention ne se passe pas comme prévu et que ben, les jeunes continuent à se faire cyber-intimider encore plus. Et l'aspect culturel aussi a été mentionné quelques fois. En fait, beaucoup de jeunes nous disaient, ben moi, là, mes parents, dans le fond, je veux vraiment pas qu'ils le sachent. Puis dans ma culture, je pense pas que ça serait quelque chose qui serait compris, en fait. Si je dénonçais, disons, une situation où j'étais victime de cyber-intimidation, mes parents me diraient, ben bien fait pour toi, t'as juste à te défendre. Donc, voilà pour les défis faisant en sorte que les jeunes, en fait, hésitent à dénoncer. Je vois qu'il y a d'autres commentaires qui se sont ajoutés. Peut-on supprimer des bouts de conversation sur Twitter? C'est une bonne question. En fait, on peut vous dire que nous, les jeunes qu'on a rencontrés, utilisaient très peu Twitter. Ah, pardon, Instagram, je viens de le voir. Je ne sais pas, je sais que c'était sur Facebook, la conversation dans l'exemple que j'ai donné auparavant. C'est une bonne question. Je vais vous laisser au bon soin de ma collègue Isabelle qui va en fait vous parler des principes de base à respecter en intervention. Ça irait mieux? Oui. Alors, merci Tania. Donc,
Des principes de base pour justement parler, quand on parle du protocole d'intervention, donc juste mentionner que pour les fins du webinaire, donc avec les collègues, on a épluché, analysé plusieurs protocoles d'intervention qui existent là, au sein des écoles. Donc, et on vous en présente là, un résumé aujourd'hui. Donc, juste dans un premier temps, absolument important, lorsqu'on parle de principes de base, donc de s'assurer que nous sommes bien en situation de cyberintimidation et non dans une situation de conflit en ligne. Donc, le conflit en ligne étant plutôt les forces sont égales dans une situation de conflit. Quand on est dans une situation de cyberintimidation, on le verra aussi tout à l'heure, on est vraiment dans un déséquilibre de force. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment super important à définir dans un premier temps. Donc, est-ce qu'on est vraiment en présence de cyberintimidation? Et 4 critères vont pouvoir nous aider justement à aller vérifier si nous sommes dans une situation de cyberintimidation, qui est d'ailleurs extrait du rapport du comité d'experts sur la cyberintimidation. Mais je crois qu'on a l'habitude dans le milieu scolaire d'utiliser ces 4 critères, donc qui est la répétition du geste dans le temps. Donc, est-ce que exemple, l'injure qu'on va avoir vu sur Facebook, l'injure, elle est reproduite, partagée à plusieurs personnes. Donc, est-ce que c'est pas habituellement, c'est pas seulement une personne qui l'a entre les mains, mais cette injure ou ce propos inapproprié se voit partagé sur plusieurs pages, profils d'utilisateurs. On parle aussi d'un déséquilibre de force, donc une égalité des pouvoirs, que ce soit réel ou perçu, c'est-à-dire au niveau verbal ou au niveau social. Donc, absolument important de nommer ça. Une différence dans les émotions. Donc, habituellement, la personne qui intimide va le faire en tout bénéfice de cause, mais celle qui reçoit les commentaires, ben, c'est les émotions qui vont avec, c'est de l'isolement, c'est de la peur, c'est de la honte. Donc, évidemment, on voit aussi un sentiment chez la victime par rapport à la situation d'intimidation vécue, l'intention habituellement de la personne qui intimide. Donc, ça, c'est vraiment fait en toute conscience. Donc, le geste est vraiment pour blesser, pour nuire à la personne. Donc, quatrième critère qui est super important de noter lorsqu'on parle de cyberintimidation. Au niveau du protocole de dénonciation, juste avant là, que Tania vous parle justement de ce qu'on peut plutôt faire au niveau des victimes, des auteurs et des témoins. Donc, des éléments à considérer lorsqu'une situation d'intimidation ou de cyberintimidation est dénoncée. Dans un premier temps, on va agir avec diligence. Donc, on va agir avec diligence et en toute confidentialité à la suite d'un signalement ou d'une plainte. Donc, la diligence voulant dire d'agir le plus rapidement possible, donc d'assurer une assistance rapide et en toute confidentialité à la personne qui en est victime. S'entretenir individuellement avec les élèves impliqués, donc c'est-à-dire de s'intéresser, d'avoir le point de vue autant des victimes, des témoins et des auteurs, de poser des questions ouvertes, donc de poser des questions ouvertes sur la situation. Exemple, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a eu lieu? Qui sont les personnes impliquées? Dans quel contexte ça a eu lieu? D'aller vérifier si ça a un impact chez la victime, un impact au niveau psychologique, par exemple. Dans tous les cas, s'il s'agit, exemple, d'une situation de matériel à caractère sexuel, c'est super important de ne pas chercher à regarder le matériel, mais plutôt de, avec le jeune, aller vérifier, l'amener à nous décrire l'image. Donc, on ne veut pas avoir accès au dit matériel à caractère sexuel, mais plutôt qu'il nous explique dans un peu plus de détails là, le contenu de l'image en question. On va aussi questionner les adultes du milieu pour recueillir des informations complémentaires. Donc, habituellement, auprès des adultes qui connaissent bien l'élève, même aller vérifier est-ce que l'élève en question aurait justement un dossier pour une situation de cyberintimidation, par exemple, ou d'une autre situation quelconque là, de l'élève. On va aussi, si nécessaire, assurer la sécurité de la personne victime et mettre en place des mesures de protection. Donc, mesures de protection, exemple, s'assurer que est-ce qu'il peut y avoir au moins quelques heures dans la journée où l'élève va avoir un répit de situation de cyberintimidation, s'assurer que sa sécurité, qu'il y a un lieu de répit,
qu'il y a eu de répit pour le jeune. Si on juge que la situation elle est vraiment encore plus grave, donc que la sécurité est menacée pour l'élève, donc que c'est un acte, par exemple, qui se voudrait un acte criminel, donc il faut évidemment contacter la police, puis informer la direction de l'établissement le plus rapidement possible. Donc, on pourrait penser à des cas, exemple, d'agression sexuelle ou d'extorsion en ligne, là, par exemple. Qu'est-ce que nous dit la loi, par exemple? Donc, je pense qu'on le dit assez souvent durant le webinaire et dans les derniers webinaires que nous avons eus en ligne. Donc, dans les écoles, il y a évidemment avec le projet de loi numéro 56, la mise en place obligatoire de mesures pour recevoir les plaintes et intervenir, donc avec le projet de loi 56. Donc, les écoles, le personnel scolaire doit protéger les élèves de toute forme de violence. Au niveau criminel, on doit se rappeler aussi l'âge de responsabilité criminelle qui est fixé à 12 ans. Donc, dès 12 ans, un élève peut avoir comment dire, conséquences de ses gestes et doit assumer les conséquences de ses gestes dès l'âge de 12 ans. Lorsqu'on parle des infractions, je vous disais tout à l'heure, d'infractions criminelles qui est prévue par la loi parce que lorsqu'on parle d'intimidation, c'est très rare qu'on va accuser quelqu'un d'intimidation, mais l'élève pourrait être accusé, exemple, de harcèlement, de sextorsion ou exemple d'avoir partagé des images intimes de façon non consensuelle. Donc, voilà. Pour ce qui est de ma partie, je vous laisse entre bonnes mains de ma collègue Tania qui va vous exposer qu'est-ce qu'il y en est au niveau du protocole victime, témoin, auteur. Oui, merci Isabelle. Comme Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, on sait que toutes les écoles doivent se doter d'un protocole d'intervention et en fait, les protocoles normalement devraient comprendre des interventions qui se font auprès des victimes, des témoins et des auteurs. Donc, je vous parle d'intervention auprès des victimes et peut-être aussi vous dire que dans le fond, chaque protocole est en fait différent. Nous, ce qu'on a fait, on a consulté plusieurs protocoles de plusieurs écoles. On a essayé de dégager en fait des éléments communs, des éléments pertinents, mais on reste quand même dans le général. Donc, on vous invite à consulter le protocole qui est prévu à votre école. Protocole d'intervention auprès des victimes. On sait que dans un premier temps, ce qui est important, c'est de mettre en place des mesures de protection autour de la victime. Donc, vraiment déterminer avec elle un plan pour assurer sa sécurité. C'est l'idée de lui offrir un répit sécuritaire. C'est important d'intervenir rapidement, d'aller voir la victime vite. On peut la rassurer aussi sur la confidentialité. Nous, ce qu'on a vu avec les jeunes avec lesquels on a discuté, on dirait qu'ils n'étaient pas trop au courant que dans le fond, c'était confidentiel. D'autre part, c'est important de bien consigner les incidents. Donc, tout rassembler dans un seul et même document afin de retracer tous les événements qui se rapportent à l'élève. Et ça pour toute la durée de ses études. Et par les mêmes personnes aussi. Donc, ça permet de vérifier la persistance, la fréquence, l'intensité des événements d'intimidation qui ont été dénoncés. Donc, il faut essayer de documenter de manière assez détaillée. Donc, par exemple, dire la date, la nature de l'agression, les personnes impliquées, les endroits où les événements se sont produits, le moment, la raison sous-jacente, le ton utilisé, la formulation, ça peut être les circonstances, le nombre de fois où c'est arrivé, les répercussions. Bref, tout ça, ce sont des éléments importants à indiquer au dossier. Et bien évidemment, c'est important d'offrir du soutien aux victimes. Et plutôt que de vous dire ça en mes mots, je pense que, en fait, nous, on a préféré vous faire écouter une vidéo qu'on a fait avec des jeunes. On va retrouver les jeunes qu'on a interviewés pour notre webinaire 1, qui portait le titre « Que font les jeunes en ligne ?» Donc, on leur demandait dans ce webinaire-là qu'est-ce qu'ils faisaient en ligne, c'était quoi les différents choix qu'ils faisaient, quels besoins cherchaient-ils à y combler. Mais on en a profité pour leur demander la question suivante. Comment voudrais-tu que les adultes agissent avec toi si tu étais victime de cyberintimidation? Vous allez voir qu'ils sont assez unanimes sur la question. Je vous fais écouter la vidéo. Si j'étais dans une situation où
je subis des choses désagréables via les réseaux sociaux. J'aimerais ça que les adultes à qui je vais en parler jugent aucunement le fait que ce soit fait justement par des réseaux sociaux. Parce que des fois, c'est arrivé justement que, tu sais, on parlait de ces situations-là via les réseaux sociaux, puis on dirait que les adultes mettaient un peu le blanc justement sur les réseaux sociaux. J'aimerais que les adultes traitent ça comme si ça avait été une situation comme de volage de collation dans la cour d'école. Ouais. Après, ben, si jamais ça m'arrive, j'aimerais pas que les adultes me jugent pour les décisions que j'ai faites sur les médias sociaux. Par exemple, si jamais j'envoie une photo inappropriée à quelqu'un, j'aimerais pas que l'adulte me juge pour, genre, l'action que j'ai faite. Tu sais, les adultes vont faire « Ah, il faut que tu ailles voir la personne puis ils disent que t'as pas aimé ça et tout. » Mais c'est parce que la personne, quand on va leur dire ça, ils vont vraiment pas le prendre au sérieux. Ils vont faire « c'est surtout pas l'intervenant jeunesse qui t'a dit de dire ça. » Qu'un adulte nous vienne en aide puis qu'il nous dise un peu ça, de nous encourager, de nous supporter, de nous remonter le moral. Ça, c'est sûr, je pense que c'est la plus grande aide qui puisse nous être apportée. Parce qu'il y a des conseils de, mettons, bloquer tout ça. Souvent, le monde... on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire de le faire. Mais donc, je pense, venant des adultes, c'est plus de l'encouragement. Puis venant des amis aussi, je pense que c'est de l'encouragement, du support, tout ça. J'aimerais vraiment ça qui soit doux, qui fasse OK, on comprend, bon là, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis, tu sais, juste chercher des solutions. Je crois que ce que je voudrais le plus, c'est qu'ils disent pas que c'est de ma faute. Oui, donc, pour résumer, vous les avez entendus, les jeunes ne veulent pas se faire juger, en fait, se faire cyber-intimider, on se trouve déjà dans une position assez vulnérable, donc ils veulent pas se faire culpabiliser davantage. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est votre soutien. Donc, c'est important d'assurer un climat de bonne foi, de confiance durant les interventions, de vraiment d'écouter ce que les élèves ont à exprimer. On peut les rassurer, leur dire que l'intimidation n'est pas acceptable et qu'elle n'est pas tolérée dans l'école. On peut leur dire un peu dans l'idée de ce que les jeunes disaient dans la vidéo, qu'ils ne sont pas responsables de l'intimidation, qu'ils ne le méritent pas et qu'ils ne sont pas seuls à vivre cela. On peut leur dire qu'avec leur aide, un plan va être développé pour améliorer la situation, que ça peut peut-être prendre du temps avant que l'intimidation cesse, mais doivent être persévérants et que, en fait, il va y avoir un suivi, vous allez devoir intervenir auprès de l'auteur aussi. C'est important de les habiliter à définir les situations qui peuvent les mettre à risque et de mettre en place des stratégies pour pouvoir éventuellement les éviter. Dans un deuxième temps, il faut aussi évaluer la détresse et au besoin, les diriger vers des personnes ressources, soit du milieu scolaire ou d'un organisme externe. Toutes les initiatives qui font en sorte d'enseigner des habiletés sociales comme s'affirmer, bâtir l'estime de soi, comme par exemple les encourager dans des activités qu'ils aiment et dans lesquelles ils sont compétents, sont des initiatives en fait positives auprès des victimes. Maintenant, les interventions auprès des témoins. On sait que, en fait, les témoins jouent un rôle clé, en fait, même déterminant en prévention. Et j'ai peut-être envie de commencer en vous donnant un exemple qu'on a vu récemment dans un documentaire. En fait, ça se passe à l'école de la Seigneurie à Beauport. En fait, je pense que ça date d'il y a peut-être déjà quelques années. C'est un comité qui s'appelle le comité Taxi qui a été mis en place à cette école-là. Donc, le comité il est composé de jeunes. Ce sont des jeunes qui deviennent des sentinelles, qui observent des situations problématiques. Et quand ils sont mis devant une situation problématique, c'est-à-dire qu'un jeune va les voir pour leur dire qu'ils ont vu, disons, quelqu'un se faire intimider ou cyber-intimider ou que c'est leur cas, ils se rapportent aux profs et à la direction. Donc, ces jeunes-là qui sont des sentinelles sont formés et ce qui est génial dans ce comité-là, c'est qu'ils ont été élus par leurs pairs. Donc, on sait que des fois, ce qui fait en sorte que les jeunes sont plus résistants à dénoncer, c'est que parfois, ils vont manquer de confiance dans les ressources qui sont disponibles, et là, ils vont voter sur la base de à qui ferais-tu le plus confiance parmi les candidats qui leur sont offerts. Et donc, ce sont leurs pairs
donc des gens qui font confiance, à qui peuvent se rapporter. Donc c'est une solution originale qui vient en fait trouver une solution, excusez-moi, je me répète, c'est une solution originale en fait, au problème que les jeunes parfois hésitent à dénoncer. Donc, c'est important d'encourager les élèves à dénoncer. Comment on fait ça? C'est comment on fait de maintenir une bonne culture, en fait, de collaboration dans l'école. C'est bon de les sensibiliser à aider plutôt que de nuire. C'est vraiment leur expliquer la différence entre snitcher et dénoncer. Snitcher, c'est quand il y a un objectif malveillant, on fait ça pour nuire, alors que dénoncer, c'est vraiment pour aider quelqu'un. Donc, c'est important de favoriser le développement de l'empathie, des valeurs collectives, de l'entraide, des attitudes de coopération. On peut, par exemple, encourager les élèves à se donner des félicitations, à souligner leurs forces. Si des témoins viennent vous voir pour dénoncer une situation de cyberintimidation, c'est important de leur dire qu'ils sont courageux et de les remercier du geste qu'ils ont posé. Il faut permettre aussi à ces jeunes-là de parler de ce qu'ils ont vécu en voyant ces gestes, selon l'implication ou le rôle qu'ils ont joué dans la situation. Il faut évaluer la détresse et au besoin les diriger vers une personne ressource du milieu scolaire ou vers un organisme externe s'ils ressentent de la détresse. Finalement, l'intervention auprès de l'auteur. Quand on dit auteur, on parle du jeune qui a cyberintimidé. Donc, en fait, l'intervention auprès de l'auteur a pour objectif de le soutenir, de l'accompagner pour éviter en fait la répétition du geste qui cyber-intimide à nouveau. C'est important qu'il reconnaisse la responsabilité de son geste, mais aussi en étant reconnu comme une personne qui est capable de développer des comportements sociaux plus adéquats. Donc, dans un premier temps, c'est important de mettre fin à la situation. Donc, on parle d'arrêt d'agir. Il va y avoir une intervention ensuite où on lui explique le protocole. Et il faut lui faire savoir que c'est inacceptable. Et au besoin, le défaire des justifications qu'il va donner. C'est important aussi, en fait, de trouver le moyen d'établir un lien avec le jeune et de développer ce lien-là. Et en fait, tout ce qui suit, tout ce que vous voyez, c'est un peu en fonction de la gravité de la situation. Dans les différents protocoles qu'on a consultés, on voit les écoles avaient différents systèmes pour tenir compte de la gravité. Parfois, c'était des niveaux. On sait que si vous regardez la fréquence, la durée, les torts causés, la force du pouvoir ou même l'intensité, c'est des bons indices qui vont vous dire le niveau de gravité. Mais donc, suite à ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une conséquence, une sanction, par exemple, une suspension. Mais une conséquence n'est pas, c'est-à-dire, seule n'est pas, en fait, ça prend également une mesure éducative. N'est pas suffisante, voilà le mot que je cherchais. Donc, une mesure éducative, ça peut être d'assigner une tâche constructive dans les moments hors classe. Ça peut être de l'aider à développer de meilleures habiletés sociales. Ensuite, il va y avoir un suivi, donc avec l'auteur, bien évidemment, mais aussi avec toutes les autres personnes concernées, et bien évidemment un suivi plus serré dans les cas plus graves. C'est important d'impliquer les parents, les élèves s'il y a lieu, et le personnel. On peut amener l'élève à réfléchir, à proposer un processus de réparation. On peut lui offrir du soutien aux besoins. Et si en fait le soutien n'est pas suffisant, on peut le référer à des services extérieurs. On vous parlait de mesures éducatives tout à l'heure. On a fait une petite recherche, on a trouvé plein d'exemples qu'on trouvait vraiment concrets, donc on voulait vous partager des gestes qui peuvent faire en sorte d'aider en fait l'auteur à peut-être trouver d'autres façons d'exercer son pouvoir, mais aussi qui sont en fait positifs. Donc, ça pourrait être par exemple d'inviter l'auteur à faire une affiche, un collage ou un dessin qui illustre les émotions que l'on ressent quand on se fait intimider ou cyber-intimider. Ça peut être de discuter avec lui de ce qu'on peut ressentir quand on se fait intimider. Ça peut aussi de confier à l'auteur un projet de recherche, ça toujours en travaillant en collaboration avec des profs, un projet de recherche qui vise à acquérir des notions sur la prévalence, la nature, les conséquences de l'intimidation. Ça peut lui demander de faire une présentation, disons, devant la classe.
Ça pourrait être lui demander d'interviewer un adulte ou un élève plus âgé sur son expérience personnelle de l'intimidation et sur ses conséquences. Ça pourrait être aussi un projet de recherche sur un personnage historique ou une célébrité qui fut victime d'intimidation. Ça peut être d'aborder un roman qui traite d'intimidation. Quand je change d'intimidation, je parle de cyber-intimidation aussi, là, pour ensuite faire l'analyse du personnage. Ça peut être d'inviter l'élève à visualiser un film qui traite de cyber-intimidation, d'écrire les personnages, les conséquences, les actes, de se concentrer en fait sur les émotions de la victime. Ça peut être aussi de retracer des cas d'intimidation dans les médias et d'en discuter ensemble. C'est important de discuter en fait de ses forces, de ses faiblesses, en fait d'aider l'élève à découvrir comment il peut, comme je mentionnais tout à l'heure, son pouvoir, non pour blesser, mais pour aider autrui. Alors voilà, ça fait beaucoup d'informations et dans un deuxième temps, ce qu'on voudrait faire, ce serait en fait mettre en pratique les informations qu'on a transmises. On sait qu'on a commencé un petit peu plus tard et on sait que votre temps est limité. Donc, ce qui s'en vient, il y avait 2 mises en situation. On va en aborder une. Vous allez avoir accès toutefois aux enregistrements par la suite et vous pourrez écouter les 2 mises en situation. On a demandé à notre experte, en fait, Sophie Bourque. Sophie Bourque, elle est conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal. Elle est responsable du dossier climat scolaire, violence et intimidation. Et donc, on va vous lire 2 mises en... une pour aujourd'hui, une mise en situation. Et Sophie Bourque va nous expliquer, en fait, comment intervenir dans ce type de situation. Donc, je vous lis la première mise en situation. Joey était en couple avec Tamara. Les deux se sont déjà livrés à des séances de sextage. Hier, Tamara a rompu avec Joey. Celui-ci est en colère et il a des difficultés à accepter la situation. Pour se venger, Joey a publié une photo de nu qu'il a reçue d'elle. La photo se retrouve publiée le lendemain sur Instagram et pas mal de jeunes de l'école l'ont vue. Excusez-moi, mon... Oui. Vous croisez Tamara en sanglots dans le couloir de l'école, elle vous expose la situation, mais vous mentionne qu'elle ne veut pas porter plainte puisque de toute façon, ça ne va rien changer. Alors, voici la réponse de Sophie Bourque. Alors, ce qui devrait guider l'intervention, on comprend que là, la situation s'est passée dans une école. Dans toutes les écoles, il y a un plan d'action, un plan de lutte pour prévenir et combattre l'intimidation et la violence. Puis dans ce plan de lutte-là, il y a une section protocole qui prévoit déjà des actions auprès de l'ensemble des acteurs impliqués, victimes, auteurs, témoins, et les suivis à réaliser, puis la façon de faire un signalement. Et l'ensemble des écoles en ont un. Si jamais vous êtes intervenant dans une école et puis pour toutes sortes de raisons, mouvements personnels, bon, il ne semble pas y avoir de plan de lutte, et bien dans toutes les commissions scolaires, il y a une personne comme moi qui a le mandat d'accompagner les écoles pour se doter d'un protocole. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, pour intervenir sur cette situation-là, donc prendre connaissance du protocole, la deuxième chose, c'est l'enjeu ici, c'est que Tamara semble un peu inquiète à dénoncer la situation. Elle n'est pas certaine que ça changerait quelque chose. Nous, ce qu'on doit savoir comme adultes, de toute façon, il faudra signaler la situation parce que ce qu'on veut, c'est d'offrir un milieu sain et sécuritaire pour l'ensemble des élèves, puis on veut évidemment stopper cette situation-là. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'amener la victime à signaler et l'accompagner dans ces démarches. Donc, comment on peut faire ça avec Tamara? Première des choses, ce serait de se montrer accueillant, accueillir la situation qui n'est pas facile et qui est vécue ici. Donc, l'accueillir sans jugement et surtout ne pas moraliser. On sait les risques inhérents si on diffuse une photo et qu'on est faiblement vêtu ou nu, mais ce n'est pas le temps de revictimiser la victime là, qui vit un moment difficile. Faut plutôt lui envoyer le message qu'elle a droit au respect et à la dignité. C'est ça qu'on va tenter de faire avec elle, avec respect et dignité, et qu'elle ne mérite en rien ce qui lui arrive. L'autre chose aussi, il faut demeurer
optimiste, c'est-à-dire que souvent dans nos messages, quand on parle de cyberintimidation et de publication de photos, on a tendance à dire « Ah, il y a une permanence des fichiers sur Internet, des photos ». Et puis ça tue un petit peu l'espoir parce que si par mégarde, une photo est diffusée, ben là, les jeunes peuvent avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut se montrer optimiste, garder comme message que plus on intervient vite, rapidement, ben, plus on est capable, en mesure de stopper la propagation d'une photo. Et puis que, au final, le contenu de la photo, il y a quand même une échelle de gravité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est, on peut situer là, sur l'échelle de gravité. Aussi, ne jamais tenter de voir soi-même la photo. On va plutôt amener la victime à nous décrire ce qu'il y a sur la photo, comment elle est habillée, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a quel genre d'action il se produit sur cette photo-là. Donc, jamais avoir en main soi-même la photo. Donc, on va amener la victime à faire un signalement et l'accompagner là-dedans. Pour ce qui est des témoins puis de l'auteur, je vais parler de l'auteur. Évidemment, il ne faut pas entreprendre soi-même une action qui ne serait pas en lien avec le protocole, mais peut-être juste vous dire ce qui devrait se retrouver dans un protocole normalement avec l'auteur. Donc, l'auteur, il y aura une sanction qui vise un arrêt d'agir, qui vise aussi à une justice sociale, c'est-à-dire qu'on démontre publiquement qu'on intervient. Donc, ce n'est pas acceptable une action comme celle-là. Par contre, ce n'est pas suffisant si on veut que l'auteur soit plus outillé. Ici, dans la mise en situation, c'était un jeune qui avait de la difficulté à gérer ses émotions, puis a eu de la difficulté avec la rupture. Donc, juste avec une sanction, il ne sera pas capable plus de gérer ses émotions. Ça prend donc une mesure éducative. Donc, cette mesure-là vise à ce que le jeune devienne autonome, vise à ce que le jeune développe son autonomie et son autocontrôle et ses compétences. C'est ça qui va permettre aux jeunes, dans un deuxième temps, de pouvoir développer un comportement qui est acceptable. Maintenant, je vais laisser en référence un protocole qui nous vient du Centre canadien pour la protection de l'enfance. Ce protocole-là est très, très intéressant parce que dans la marche à suivre, on distingue deux profils d'auteurs. Celui qui est immature, donc celui qui est en développement, le jeune qui n'a pas toutes les compétences et qui fait une erreur de jugement ou une erreur d'immaturité, versus un autre auteur qui, lui, a souhaite, comment je pourrais dire, appâter une victime, qui s'inscrit vraiment dans un rapport de force. Donc, les deux, on va faire des interventions, mais ça ne sera pas le même type d'intervention. La gravité de la situation ne sera pas la même. Donc, ça, c'est ce qu'on devrait retrouver avec l'auteur. Pour ce qui est des témoins, alors là, je vais y aller avec de la prévention ciblée. La situation, c'est deux personnes qui s'échangent du sexting. Peut-être rappeler aux intervenants que c'est peut-être important d'en parler de ça, des pratiques dans la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Mais quand on en parle du sextage, peut-être pas banaliser cette pratique-là. Dans les études que j'ai lues, on sait que les jeunes le font. Par contre, c'est pas la majorité. Donc, éviter de banaliser pour qu'il n'y ait pas des jeunes qui le fassent parce qu'ils ont l'impression que tout le monde le fait. L'autre chose par rapport au sextage, ça peut être intéressant de s'intéresser à pourquoi les jeunes font du sexting. Est-ce que c'est dans un rapport de séduction? Est-ce que c'est dans le cadre d'un rapport amoureux? Est-ce qu'ils voient ça comme une pratique moins risquée qu'un rapport sexuel? Est-ce qu'ils le font par contrainte? Donc, en sachant ça, on peut mieux définir nos messages clés puis le type d'intervention qu'on veut faire ensuite de ça auprès des témoins. Puis la dernière chose qui pourrait être importante dans une situation comme celle-là, c'est d'amener les jeunes à réfléchir sur vivre sa sexualité dans l'espace privé versus public, les risques inhérents. Tantôt, je disais, des fois, les jeunes font du sexting parce que c'est peut-être une action qu'ils voient moins risquée qu'un rapport sexuel. C'est peut-être juste que la notion de risque n'est pas au même endroit. Donc, s'assurer que les jeunes en soient conscients.
Donc, elle est vraiment très intéressante, Sophie Bourque. On la remercie beaucoup pour son implication dans le projet. On vous rappelle qu'il y avait une deuxième mise en situation que vous pourrez écouter par la suite. De toute manière, les présentations comme les vidéos sont mis en ligne sur notre site web quelques jours après la diffusion du webinaire. D'autre part, je voulais juste réagir peut-être aux précisions qu'a apporté Carole Plourde. Des fois, c'est un peu difficile de faire tout lire en même temps, donc j'y reviens, même si ça fait un petit bout. Juste vous dire que, OK, je saisis mieux. Et donc, effectivement, je comprends que ça doit être un défi si la situation, en plus, n'est pas entre deux élèves, mais en plus, entre un élève et quelqu'un de l'extérieur. J'imagine que ça doit représenter un défi à gérer. Donc, sur ce, je passe la parole à ma collègue Isabelle qui va vous donner des ressources pertinentes. Oui, donc merci beaucoup Tania. Donc on approche de la fin du webinaire. On trouvait ça important de vous faire part de quelques ressources importantes, autant pour les intervenants, parents que pour les jeunes. Donc évidemment qu'il y en a plusieurs. Peut-être que pour les fins du webinaire d'aujourd'hui, vous pointez quelques ressources plus importantes que d'autres ou que nous, on avait, disons, abordées durant le webinaire en question. Donc pour les intervenants, le Centre canadien de protection de l'enfance, tout à l'heure, Sophie faisait part d'un protocole. Donc, ce protocole est celui-ci, donc vous trouverez au Centre canadien de protection de l'enfance qu'on peut commander en ligne et qui vous sera acheminé par la suite par la poste. Pour les parents, nous aimons beaucoup celui fait par le YWCA, la ressource pour les parents, un guide pour les adultes de confiance, qui est disponible en PDF gratuitement. Vous avez aussi le livre de Stéphanie Deslauriers, qui a été notre experte intervenante dans le webinaire numéro 2, donc Jeux d'enfants, l'heure juste sur l'intimidation, donc un livre fort bien fait là, sur le sujet, et toutes les ressources qui sont aussi présentes sont tout à fait pertinentes pour vous aux fins du webinaire d'aujourd'hui. Pour les jeunes, des ressources qu'on trouve absolument intéressantes, le site, le Centre canadien de protection de l'enfance, entre autres avec le site Aidez-moi s'il vous plaît. Donc, plusieurs informations se trouvent autant pour les jeunes que pour les intervenants. On parle beaucoup du sextage sur ce site-là. On parle aussi sur ce même site, il y a un onglet ou un site plutôt qui s'appelle cyberaide.ca qui va nous amener à pouvoir signaler des cas d'exploitation sexuelle qui pourraient arriver chez nos jeunes. Donc, on trouvait aussi ce site web fort bien fait. Une application mobile est sortie il y a une année ou peut-être un peu plus, l'application Plus Fort, donc qui permet aux jeunes, oui, d'être informés sur la question de l'intimidation, mais aussi pour les jeunes victimes, donc vont pouvoir suivre l'évolution, exemple, d'une situation d'intimidation, vont pouvoir indiquer à chaque jour comment ils se sentent par rapport à la situation, est-ce que la situation a évolué, est-ce que ça s'en vient un petit peu moins pire qu'avant, donc une application vraiment d'intervention qu'on trouvait aussi fort pertinent sur la question. Aussi pour les jeunes, juste au bas, par rapport aux différents réseaux sociaux qui existent, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, on a voulu vous laisser les pages qui mènent, justement, si on veut signaler une publication, autant vidéo, photo, propos qui se veut être du harcèlement. Donc, on vous a laissé les pages Internet tirées de chacun de ces réseaux sociaux. Et en guise de conclusion, donc, on vous amène à visionner les autres webinaires qui ont eu lieu. On en a fait un au mois de octobre, un en novembre et un aujourd'hui avec vous. Donc, celui d'aujourd'hui sera aussi disponible en ligne dans les prochaines journées. Vous avez aussi les deux autres webinaires qui sont déjà depuis quelques moments disponibles en ligne. Vous aurez à la suite du webinaire l'évaluation qui vous sera envoyée sur votre courriel d'intervenant. Vous aurez la possibilité, en répondant au questionnaire d'évaluation, de vous mériter d'un panier d'outils développés par les services jeunesse. Donc, en répondant au sondage d'évaluation, ça vous permettra d'avoir une chance, parmi tant d'autres, de gagner ce panier d'outils.
S'il y a des questions, nous serions rendus à la période de questions. On sait que le webinaire a peut-être pris un peu plus de temps que prévu dû à nos problèmes techniques, mais s'il y avait des questions, on peut y répondre dès maintenant dans la boîte de clavardage qui se situe en bas. Merci, Madame Calmès, pour votre question. Est-ce qu'on peut créer un faux compte pour essayer de prouver un cas de cyberintimidation? La question est super pertinente et importante. J'aurais envie de vous dire qu'on pourra prendre l'information afin de vous donner la bonne réponse à votre question. Là, si on est dans une cas de situation plus légale, donc je manque un peu d'informations pour pouvoir bien vous répondre. Pour ce qui est de Mme Payette qui demandait est-ce que les écoles privées ont les mêmes obligations que les écoles publiques? J'aurais goût de dire oui. En fait, la loi est prévue au sein du gouvernement pour les écoles, donc toutes sortes d'écoles primaires, secondaires, privées, publiques. Donc, ont l'obligation de mettre en place un plan de lutte pour contrer les violences et intimidations à l'école. Donc, écoutez, on va mettre fin au webinaire pour aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser à l'adresse courriel qui va apparaître dans les prochaines secondes. Un merci tout spécial aussi aux personnes qui ont participé de près ou de loin à la création, conception, recherche du webinaire. Donc, toutes ces personnes sont absolument importantes pour nous et font le succès du projet Agir contre la cyberintimidation. Et voilà, un gros merci pour toutes ces personnes qui ont été présentes avec nous sur l'heure du dîner. On vous laisse vaquer à vos occupations de l'après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée.